Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 49, on parle de cododo sécuritaire. C'est quoi le cododo? Les bénéfices, les limites, mais surtout comment le pratiquer de façon sécuritaire si toi, c'est ce que tu as le goût de faire avec ton babe. Ton motherhood, ton babe, tes choix. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc oui, aujourd'hui, je te parle de cododo. Je te parle de cododo sécuritaire. Pourquoi? Parce que ça fait aussi partie prenante des saines habitudes de sommeil d'un enfant. Il est faux, complètement faux, de penser qu'à Bedaine urbaine, on prône uniquement l'autonomie du sommeil. Je le dirai jamais assez. L'autonomie du sommeil, ça reste un outil. Dans toute la boîte à outils sommeil que tu peux avoir en tant que top mom pour aider ton enfant à mieux s'endormir, à s'endormir paisiblement, rester endormi, favoriser les siestes. Fait que là, aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de cododo. Pourquoi? Parce que non seulement c'est important de le faire de façon sécuritaire, parce que oui, il y a des risques associés à cette pratique qui existe depuis des millénaires. Fait que c'est important d'en parler parce qu'on veut éviter le plus possible les risques d'accident, parce qu'on se mettra pas la tête dans le sable. On jouera pas à l'autruche top mom. Il y a effectivement des enfants qui ont été blessés. Il y a même des enfants qui sont décédés suite à la pratique du cododo. Là, je te parle bien entendu du cododo en lit partagé. On revient avec la nomenclature un peu plus tard. Oui, il y a des accidents qui sont arrivés. Souvent, quand on regarde les petits caractères dans le gros titre du journal de Montréal ou de Québec qui dit hey, un enfant est décédé suite à la pratique du cododo, on se rend compte justement que c'est pas le cododo en soi qui est la problématique, mais la façon dont il était pratiqué. Fait qu'on va démystifier ça ensemble, on va regarder les bénéfices, on va regarder les limites, mais avant toute chose, avant de sauter à deux pieds joints, collés dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose. Le cododo, pratiqué de façon sécuritaire, que ce soit en lit partagé ou en chambre partagée, n'est pas un passage obligatoire. Ça ne fait pas de toi une meilleure maman parce que toi, tu te trouves guerrière du cododo, puis que là, toi, tu penses que la proximité, c'est optimal, puis que ça fait pas de toi une meilleure personne de faire du cododo, Suzanne. OK, là, on va mettre carte sur table. Comme ça fait pas de toi une meilleure maman d'avoir un bébé qui fait ses nuits à 2 mois. C'est pas une compétition entre mamans, c'est un choix de vie. C'est quelque chose que tu installes dans ta dynamique familiale parce que toi, tu as le goût ou parce que tu as besoin de le faire, parce que tu es rendu cerné jusqu'aux aisselles et que plus rien ne va dans les habitudes de sommeil de ton enfant, que ce soit suite à un malaise physique, un changement émotionnel, un bond de développement, toutes ces choses qui peuvent venir perturber les habitudes de sommeil d'un enfant. Fait que oui, tu peux le pratiquer sporadiquement. Merci Clueless pour ce beau mot à placer dans un balado pour Top Top Mom. Ou encore, tu peux le pratiquer juste parce que ça te tente, juste parce que toi, te réveiller avec ton enfant collé, ça te tente. OK? Puis moi, personnellement, j'ai adoré faire du cododo. J'ai très rapidement prôné l'autonomie du sommeil avec mon garçon Jacob Olivier. Je n'étais pas bedaine urbaine à l'époque. Oui, j'ai fait le fameux 5-10-15. Jacob Olivier va très bien. Notre lien d'attachement, il est très fort. Ses habitudes de sommeil sont béton, même si j'aime bien faire la blague qu'à l'adolescence, le gros trouble de sommeil de mon garçon, c'est de ne plus vouloir se coucher et de ne plus vouloir se réveiller le matin. Donc, j'ai pratiqué l'autonomie du sommeil en très bas âge. Jacob Olivier de mémoire avait 4 mois. Suite à la rupture avec son père, j'ai commencé à dormir avec Jacob Olivier. Peut-être inconsciemment pour combler un petit manque, un petit manque affectif. J'avais besoin de dormir avec quelqu'un. Puis c'était Jacob Olivier, mon vaillant guerrier qui veillait sur mon sommeil. Fait que oui, j'ai fait le cododo avec Jacob Olivier. J'ai adoré l'expérience. Je me suis réveillée moi-même avec des petits coups de pied dans le bas du dos ou un enfant tellement collé que tu te demandes s'il veut rentrer dans ton pyjama. Fait que tout ça, c'est arrivé. J'ai adoré ça. Jacob Olivier, un jour, m'a dit, là, maman, ça suffit, on dort plus ensemble parce que je suis vraiment rendu grand. Et même que je raconte souvent la blague que nous sommes même déjà arrivés dans un hôtel où il y avait 2 lits. On partait en voyage le lendemain avec mes parents. Jacob Olivier voit les 2 lits et il me dit, maman, moi, je dors pas avec toi. Je dis, ben, tu peux dormir sur le tapis de l'hôtel, plein de poussière et plein de... Oh, j'énumérerai pas tout ce que je pense qu'il y a dans un tapis d'hôtel, mais bref, tu sais, à un moment donné, nos enfants finissent par vouloir s'émanciper, dormir seuls, vouloir être autonomes. Fait que oui, l'autonomie du sommeil, si toi, tu as besoin de ta bulle, tu as besoin de mieux dormir, tu as besoin de restabiliser les habitudes de sommeil de ton enfant parce que tu y arrives plus,
toujours important d'avoir un plan de match qui se tient, qui est en accordance avec son tempérament, son stade de développement et tes valeurs, bien entendu. Fait que oui, tu as le droit de vouloir le voir dormir dans sa bassinette, dans sa chambre. Tu as le droit de vouloir faire du cododo en chambre partagée, mais tu as aussi le droit de vouloir dormir avec ton enfant. Et je persiste et je signe. Après ça, j'en parle plus du tout dans le balado. Mais peu importe l'option que tu choisis, ton motherhood, ton babe, tes choix. Ça fait pas de toi une meilleure maman, ça fait pas de toi une moins bonne maman. C'est une question d'habitude, de vouloir faire ça tout simplement. Fait que arrêtons de nous juger entre mamans. And women empowering women. Mais là, on va dire moms empowering moms. Prends les choix que toi, tu trouves adéquats, puis arrête de te fier à l'opinion de ma tante Suzanne qui, elle pense que ça va tout scraper l'intimité de ton couple. Suzanne n'a rien compris. Mais c'est pas grave. Elle vient d'une autre génération. Faut y laisser un petit peu de temps à s'habituer au nouveau mouvement de la parentalité à notre chère Suzanne, qui foncièrement est bien intentionnée, mais des fois, son discours sort un peu tout croche. Bon, alors, je commence comme ça, parce que depuis mon passage à l'université, où j'ai eu la chance de faire 2 certificats, un en psychologie et un en communication, et là, je t'arrête tout de suite, je suis pas psychologue, je me prends pas pour une psychologue. J'ai jamais dit que j'étais une psychologue. Je fais pas de diagnostic de santé mentale, je fais pas de psychothérapie. Hein? Mais j'ai quand même un certificat en psychologie. Et il y a un cours obligatoire qui s'appelle quelque chose comme analyse d'études scientifiques. Alors, je ne pensais jamais devenir celle personne qui vous pitcherait des statistiques puis des études dans un balado, mais je le fais quand même parce que celle-là, je trouve ça vraiment intéressant comme statistique. Selon une étude que je vais vous mettre en lien, là, c'est 33% des mères qui ont déclaré que leur nourrisson partageait très fréquemment, tous les jours ou presque, une surface de sommeil avec quelqu'un d'autre, et 27% le font occasionnellement. OK? Puis c'est pour ces statistiques-là, là, les limites de l'étude, je trouve que l'échantillon était pas ou peu discerné. Fait qu'on ne sait pas qui qu'on a analysé, on ne sait pas trop qui qu'on a questionné. L'échantillon, c'est les personnes que tu prends pour faire l'analyse de tes études et sortir des statistiques et des pourcentages. Fait que là, c'était peu ou pas expliqué du tout de mémoire dans cette étude-là. Mais peu importe, je trouvais quand même que c'est un chiffre important. C'est quand même un tiers des mamans qui avouent faire du cododo. Puis que pourtant, Santé Canada, qui est lancé, qui gère un peu les règles de sécurité de santé publique ici au Canada, continue de dire non, faites-en pas, c'est dangereux. Puis ben, la mission Bédène urbaine, quand on parle de cododo sécuritaire, c'est de dire oui, c'est dangereux, mais il y a des façons de le faire de façon sécuritaire parce que partout sur la planète, il y a encore beaucoup de gens, par manque d'espace, par besoin de proximité, par vouloir simplement pratiquer le cododo, le font. Et pourtant, c'est pas tous les enfants qui sont blessés, puis c'est pas tous les enfants qui décèdent suite à la pratique du cododo. Fait que sachant qu'il y a 33% des mamans, des parents, des mamans, mères, excuse-moi, des mères qui veulent pratiquer le cododo, pourquoi pas plutôt qu'en faire le démon, tu sais, de dire non, c'est proscrit, puis attention, puis m'aider. Mais pourquoi pas l'expliquer et de le faire de façon sécuritaire. Puis je comprends Santé Canada qui disent que c'est dangereux parce que le travail de Santé Canada, en fait, c'est de protéger nos enfants. Et comme malheureusement, dans notre si beau pays qu'est le Canada, il y a des parents qui encore manquent de jugement. J'étais bien fière à la blague de dire des parents qui pensent que des Cheetos, c'est bon pour la santé parce que c'est écrit sur le paquet que c'est fait avec du vrai fromage. Bien, on n'a pas le choix de dire que c'est dangereux parce qu'on veut protéger nos enfants. Mais en même temps, pour le parent moyen qui utilise son bon jugement et qui veut effectivement être le meilleur parent pour son enfant, c'est possible de pratiquer le cododo fait de façon sécuritaire. Autre chose sur les statistiques sur le cododo, ben, c'est important de comprendre que des fois, on a le mot cododo bien large. Mais le cododo, il y a pratiquement, ben, pas pratiquement, là, mais il y a 2 appellations. Tu as le cododo, j'en ai parlé en intro, du lit partagé, ça c'est l'enfant dans le lit conjugal. Ou encore, ça pourrait être le parent dans le lit, peut-être un matelas au sol de grandeur double. J'ai même des mamans qui sont très, très, très ingénieuses, oui, qui se sont fait des genres de bassinettes avec des matelas doubles pour rendre le cododo vraiment sécuritaire dans la chambre de l'enfant. Ça, c'est vraiment du cododo en lit partagé. Là, je mets une parenthèse, si j'ai d'éliminer en toi un rêve de dire j'aimerais tellement ça avoir un lit king size avec des barreaux pour faire du cododo avec mon enfant. Je pense que ça se vend sur Internet. Si tu as un chum ou une blonde qui est menuisière ou menuisier à temps partiel, écoute, de façon sécuritaire, selon les règles de Santé Canada, je vous le demande, peuvent peut-être vous munir de barrières tout au long de matelas, mais de mémoire, ça se vend sur des plateformes d'achat en ligne que je ne nommerai pas parce qu'on n'en fait pas la promotion, mais on le sait que tout le monde magasine là-dessus, encore malgré tout ce qui se passe au sud de notre frontière.
Donc, le cododo comme est utilisé de lit partagé ou encore en chambre partagée. Ça, c'est le cododo qui est recommandé justement par Santé Canada, qui va promouvoir le fait que l'enfant devrait idéalement partager la chambre, donc dans un lit pliant sécuritaire, dans une bassinette sécuritaire, dort dans la chambre, mais dans son lit. Et on parle très peu des lits de cododo, puis c'est pas quelque chose que moi je prône vraiment parce que je trouve qu'ils sont très dispendieux. Puis il y a toujours un risque d'avoir quand même un espace entre ton matelas et celui de ton enfant. Là, je sais qu'il y a des parents qui vont dire oui, mais nous, on a. J'ai aucun doute là-dessus, là, que toi, tu l'as fait de façon sécuritaire. C'est juste que ça peut monter très rapidement à plusieurs centaines de dollars, ces petits lits-là, qui ont une durée de vie très courte, en fait. Fait que je trouve que c'est un peu de l'argent brûlé par les fenêtres ou tiré par les fenêtres. J'ai peut-être mêlé, j'ai de faire un péronisme, là. J'ai de mêler deux expressions en même temps, mais vous comprenez où je m'en vais. Fait que comme le terme cododo est très large, des fois on a de la difficulté à sortir les bonnes statistiques. C'est pour ça que 33% des mères qui le font de façon très fréquente ou tous les jours ou presque, et peut-être un peu biaisé aussi parce que le cododo, on ne sait pas nécessairement c'est lequel type de cododo qui est pratiqué. Donc, pour comprendre le cododo, j'en ai parlé en long, en large, mais je le répète, 2 définitions. Cododo en lit partagé, ton enfant dans ton lit, t'es collé sur le même matelas que ton enfant, ou le cododo en chambre partagée, qui est souvent recommandé par les organismes de santé et sécurité publique. L'Académie américaine de pédiatrie, elle, va jusqu'à 12 mois de cododo en chambre partagée. Je commence avec mon premier bémol. Il y a des mamans qui ont le sommeil très léger, comme il y a des papas. Quand je dis maman, je voulais dire parents. Mais le balado s'appelle Top Top Mom et compagnie. Puis je le sais, qu'on a plus d'auditrices que d'auditeurs. Fait que je me permets quand même d'associer ça au féminin. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui dorment avec un sommeil très léger. Puis Dieu sait qu'en sommeil agité, un bébé, ça grince autant qu'une porte qui manque de WD-40. Fait que oui, c'est possible que le cododo en chambre partagée ne soit pas une option pour toi. C'est correct aussi. Maintenant, on a des baby phones que j'appelle là, des petits moniteurs pour entendre ton bébé. Tout ça encore, c'est une question de valeur, c'est une question de moi, j'ai-tu le goût de pratiquer le cododo avec mon enfant? T'es peut-être faite pour ça, t'es peut-être pas faite pour ça. L'important, c'est que toi, tu te sentes en sécurité et sécurisé dans ta maternité. Et que ton enfant, bien entendu, soit en sécurité. Là, on s'entend qu'elle a. Je pense que le mot sécurité, si tu prends un shooter à chaque fois que je vais le dire dans cet épisode-là, coma éthylique. Coma éthylique assuré parce que c'est vraiment la base de la pratique du cododo, c'est de le faire de façon sécuritaire. Donc, le cododo en chambre partagée qui est souvent recommandé par les professionnels de la santé. Bien entendu, comme je le disais d'entrée de jeu, le problème avec le cododo, puis ses dangers et ses limites, c'est souvent qu'il est mal pratiqué. Donc, tu sais, on pense à des parents qui auraient la fumée dans les maisons, par exemple. Là, de moins en moins, en 2025, les gens fument la cigarette et ou le cannabis dans les maisons, mais quand même, ça, c'est quand même quelque chose qui peut augmenter les risques du syndrome de la mort subite du nourrisson. Que ce soit en cododo ou pas, ben, c'est pas top de fumer dans les maisons. Après ça, l'allaitement diminuerait aussi les risques reliés au cododo. Là, il faudrait demander à Mme Ingrid Bayette de nous expliquer exactement pourquoi. Là, est-ce que c'est l'instinct maternel? Est-ce que c'est une hormone sécrétée par l'allaitement? Mais c'est sûr et certain que le cododo, souvent, va être plus sécuritaire pour les mamans allaitantes. Encore une fois, j'ai hâte de faire un balado sans mettre des parenthèses. C'est juste que le monde comprenne où ce que je m'en vais, puis que quand je dis des mamans allaitantes, c'est pas parce que t'es neurobiberon que t'es une mauvaise mère, c'est pas parce que tu l'allaites que t'es une meilleure mère. Rien à voir, OK? On parle juste d'une maman qui allaite. Le cododo en lit partagé serait plus sécuritaire. Je rajoute un bébé entre les 2 parents, que ce soit papa-maman, maman-maman, papa-papa, il y a toujours un gardien du sommeil qu'on appelle le premier répondant, puis il y a toujours le deuxième répondant. Et là, je prends une famille nucléaire là, dans sa plus simple expression, papa-maman. Ben souvent, on fait un peu à la blague de dire « Hey, écoute, moi j'ai eu le temps de me lever, allaiter, changer la couche, recoucher mon enfant, mon conjoint n'est même pas levé. Ça prend 10 minutes d'essayer de le réveiller. » Le deuxième répondant dort à point fermé, sachant que le premier répondant souvent va gérer. Fait que quand on met l'enfant entre les deux, nous, souvent, maman, premier répondant, gardienne du sommeil, quand on s'endort dans une certaine position, on va se réveiller dans cette exactement même position. J'ai pas bougé, je chante plus mon bras, mais c'est pas grave, mon bébé est en sécurité. Tandis que le deuxième répondant, lui, il dort peut-être un petit peu de façon un petit peu plus profonde. Fait que ça pourrait augmenter les risques d'accident. On veut pas ça. Fait que pour le cododo, vraiment, dans le lit partagé, pratiqué de façon sécuritaire, on essaie de garder l'enfant du côté du premier répondant, du gardien du sommeil. On évite les oreillers,
les coussins en graines de sarrasin bio, les serviettes roulées, les frites de piscine, argent, comme on dit en bon québécois, direct sorti du Saguenay. Argent dans ton lit qui pourrait augmenter les risques de suffocation, c'est vraiment, vraiment très important. Évidemment, on évite tout l'alcool, drogue, médicaments qui pourraient inhiber notre bon jugement. Puis il y a un facteur qu'on oublie souvent, c'est le trop grand manque de sommeil. Si toi, à 3 heures du matin, tu n'as jamais fait de cododo puis tu décides que c'est le bon moment de commencer maintenant parce que tu es à bout de ressources, à bout de patience, c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer le cododo, même si c'est à bout de ressources, à bout de patience. OK? Le cododo, chez un parent qui est très fatigué, souvent, quand on va finir par s'endormir, le sommeil profond va être en plus grande quantité dans le cycle du sommeil. Sommeil profond, c'est celui où tu baves, celui où il n'y a plus de tonus musculaire, il n'y a plus de son, plus d'image. Ce sommeil profond-là peut effectivement augmenter les risques d'accrocher ton enfant, augmenter les risques d'accident. Fait que si tu es trop fatigué et que tu n'as jamais fait le cododo, c'est pas le bon moment de commencer à faire du cododo. Puis là, encore une fois, je rajoute une parenthèse, c'est un enfant qui est en panique, que les besoins primaires sont répondus, qu'on sait qu'il a pas mal nulle part et qu'il ne fait que pleurer, ben, il est plus en sécurité dans sa bassinette sécuritaire que dans tes bras ou en cododo fait de façon non sécuritaire. Oui, le lendemain, tu te lèves puis tu appelles à l'aide, tu lèves un flag, tu demandes à ton conjoint, à une grand-mère, à une marraine, à une maison de la famille, tu as besoin d'aide, le manque de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir très dangereux, autant pour toi que pour ton bébé. Fait que c'est sûr et certain que si à 3 heures du matin, tu peux pas faire du cododo parce que tu es trop fatigué, tu n'en as jamais fait, et que tu as besoin d'aide, je t'en conjure, ne reste pas seul avec cette prison qui s'appelle le manque de sommeil accumulé. Ça devient très néfaste. C'est aussi un facteur de risque à la dépression postpartum. Bref, si tu es épuisé, peu importe la raison, la cause et l'âge de ton enfant, c'est important d'en parler, que ce soit une consultante sommeil, travailleur social, infirmière du CLSC, ton pédiatre, etc., quelqu'un à qui tu as confiance et qui va te donner un autre conseil que, ben, laisse-les pleurer. Hein? Il va finir par dormir. Ça fait des poumons, ça, les enfants? Non, on ne tombe pas dans ce genre de conseils-là. Surtout pas les consultants de sommeil qui ont été formés chez Beden Urbaine. Mais tu comprends ce que je veux dire que tant qu'à faire du cododo de façon non sécuritaire, t'es mieux de mettre ton enfant dans sa bassinette puis de l'accompagner dans ses pleurs que de commettre l'inévitable de finir par secouer, par exemple, ton enfant pour ne pas nommer le syndrome du bébé secoué. Donc, les bénéfices du cododo, bien entendu, pour le bébé, l'attachement à la proximité, ça l'aide à réguler son sommeil, ça facilite l'allaitement. Écoute, il y a plein de bénéfices qui viennent avec le cododo en lit partagé. Moi, j'aime bien faire des parallèles souvent avec l'Homo sapiens en mode nomade parce que dans notre évolution humaine, on est rendu avec des téléphones intelligents, mais on n'a pas tant évolué, particulièrement au niveau du sommeil, les neurotransmetteurs du sommeil, la fonction, puis tout ce qui entoure le monde du sommeil. On est rendu avec des montres intelligentes pour monitorer notre sommeil. Mais les bases du sommeil, les bases théoriques du sommeil restent sensiblement les mêmes. Je fais une autre parenthèse. Je veux que tu saches une chose. Ta montre au poignet. C'est peut-être réconfortant de savoir que tu as bien dormi, mais c'est pas nécessairement des outils qui sont très, très fiables. Les seuls outils fiables, puis encore là, c'est peut-être pas à 100%, c'est probablement pas à 100%, c'est les outils qu'on va utiliser quand on fait de la polysomnographie. Ça, c'est vraiment des professionnels, pas des consultants de sommeil, des professionnels, des experts dans le domaine du sommeil qui étudient le sommeil, que ce soit les électroencéphalogrammes. J'oublie le nom des autres dispositifs. Les électroencéphalogrammes, c'est les collants sur la tête avec les fils. Là. Ça fait partie des outils de la polysomnographie. Ça, c'est des outils qu'on peut utiliser pour analyser le sommeil. Mais quand ta Apple Watch a dit que tu as été 12 minutes en sommeil profond, si toi, tu te sens reposé le matin, c'est la seule chose qui importe. Hein, parce qu'on ne le dira jamais assez, les gens qui ont des troubles de sommeil, la première prémisse d'un trouble de sommeil, c'est la plainte du patient. Si toi, tu es réveillé 2 heures pendant la nuit, puis que tu fais des sudoku comme ma tante Hélène, puis que tu es bien là-dedans, puis tu es fonctionnel, puis que tu es capable de livrer ta journée, puis que tu n'es pas somnolente, puis qu'il n'y a pas de danger pour ta sécurité, ta santé mentale, ta santé physique, mais c'est pas un trouble de sommeil. C'est plate d'être éveillé, mais c'est peut-être pas un trouble d'insomnie. Il faut que ce soit nuisible. Ça vient de la plainte du patient. Donc, je reviens à mon idée d'Homo sapiens en mode nomade. Je me suis un petit peu écartée avec nos montres intelligentes. Bébé Homo sapiens en mode nomade, c'est sûr et certain que si on écoutait uniquement l'anthropologie humaine, nos enfants dormiraient en cododo avec nous, collés. Parce que c'est ça qu'ils ont connu, c'est ce qui représente le plus près, la continuité sensorielle transnatale.
Un bébé, c'est fait pour être collé sur sa maman, c'est réconfortant, le bruit du battement de cœur, l'allaitement facilité, la proximité, la chaleur, etc. OK? À un moment donné, ou je vais dire particulièrement aux États-Unis, ça n'a pas rapport, mais je voulais parler du American Dream. Là, on s'est mis à se dire, nous autres, on va avoir des grosses maisons, puis nos enfants vont avoir chacun leur chambre. Il n'y a pas un enfant sur la planète qui a voté pour avoir sa chambre à lui tout seul. Je te parle d'un enfant en bas âge. Peut-être urbaine, ça met 0,5 ans. Parlez-en à Geneviève Jeté, que j'affectionne particulièrement, que j'aime d'amour, de la récréation. Elle, ses enfants ont partagé, je ne sais pas s'ils partagent encore, probablement pas son grand parce qu'il est rendu justement à l'âge de l'adolescence, mais ça a quelque chose de réconfortant de dormir avec les membres de ta fratrie. Comme ça a quelque chose de réconfortant de dormir avec ton conjoint puis ta conjointe. C'est la même chose pour nos enfants. Fait que si le sommeil était uniquement géré par la vie des bébés, c'est sûr qu'on ferait tout du coup. Mais là, encore une fois, pour des enjeux de sécurité, d'espace, etc., on a commencé à promouvoir qu'effectivement, puis c'est vrai, là, l'endroit le plus sécuritaire pour ton enfant reste quand même une bassinette homologuée par Santé Canada. Mais quand même, si on vient à la nature humaine de ton bébé, qui n'est pas un petit adulte, qui est un bébé, c'est sûr et certain que de dormir à côté de son gardien du sommeil, parce que particulièrement après 4 mois, quand je me rends compte à quel point je suis vulnérable d'être tout seul dans ce monde, ben c'est sûr et certain que ça peut être facilitant. Jamais obligatoire. Tu n'es pas obligé de triper sur le cododo non plus pour le pratiquer. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place de façon temporaire. J'y reviens tantôt. Mais c'est sûr que pour ton bébé et son sommeil, ça a quelque chose de rassurant, de sécurisant. Et comme le dit si bien mon amie Mélanie Bilodeau, s'il y a un mot qui rime avec sommeil, ben c'est sécurité. L'humain a besoin de se sentir en sécurité pour s'abandonner vers le sommeil. Toi, moi, ton bébé, tout le monde. Les autres bénéfices du cododo pour les parents, ben c'est sûr et certain que ça peut, oui, réduire le stress comme ça peut l'augmenter, voilà, comme tu veux. Mais c'est sûr et certain que ça peut aider aussi à un sommeil peut-être plus en continu, éviter de se lever quand même, de se mettre en position verticale qui nous empêche peut-être de se rendormir par la suite, ça peut quand même être aidant. Puis, ben, la proximité affective, puis c'est sûr et certain que quand tu as ton bébé près de toi, si tu acceptes que c'est ça puis que tu es confortable là-dedans, ça a quelque chose effectivement de sécurisant pour toi aussi. Mais c'est peut-être complètement l'inverse. Puis c'est correct aussi. L'un et l'autre peuvent cohabiter même, je te dirais, avec le même enfant. Des fois, tu as le goût de faire du cododo. Des fois, tu n'as pas le goût de faire du cododo. Je mettrais une parenthèse là-dessus, genre, puis j'en ai parlé tantôt à la rupture avec le père de mon fils. Je pense que honnêtement, je me suis mis à faire du cododo parce que moi, j'avais un besoin affectif à combler. C'est à peu près la seule chose qu'il faut pas faire avec le cododo. C'est pas quelque chose qui est censé te rassurer toi, c'est quelque chose qui est censé rassurer ton enfant. Puis c'est une chose qu'on avait parlé avec Dr. So, qui est encore à ce jour ma psychologue préférée. Tu sais, elle avait dit, si tu pratiques le cododo avec ton garçon, puis qu'un jour tu rencontres quelqu'un, puis que tu le tasses du jour au lendemain, quel genre de perception tu penses que ton enfant va avoir? Puis c'est là que j'ai commencé à faire comprendre à Jacob Oli que c'est un privilège qu'on dorme ensemble, qu'on était vraiment chanceux de dormir ensemble. Puis, tranquillement, mais sûrement, ben, Jacob Olivier a commencé à faire quelques nuits dans son lit. La fin de semaine, on dormait ensemble parce que je trouvais qu'il se réveillait plus tard le matin. Ça convenait quand même à notre rythme de vie. Bref, moi, je n'y voyais que des avantages. Et je l'ai dit tantôt, là, mais je le persiste et je signe. Si mon fils, un jour, écoute la discographie de sa mère en écoutant des balados, j'ai tout adoré de dormir avec toi, beau garçon d'amour. Je suis bien contente que maintenant, à 15 ans, tu dormes seul dans ton lit parce qu'on manque d'espace dans notre lit. Donc, et mythes, pour parler, là, on a parlé des bénéfices, on a parlé des mythes et des idées reçues par rapport au cododo. Puis moi, j'aurais voulu savoir ça à l'époque quand Jacob Olivier était très petit, là, avant de me rendre compte que ma maternité m'appartenait puis que je pouvais faire ce que je voulais avec mon enfant, finalement, tant que ça restait sécuritaire et bienveillant. Quand on fait du cododo, on n'est pas pogné avec le cododo pour l'éternité. C'est faux de penser que parce que tu dors avec ton enfant, qu'il va dormir avec toi jusqu'à l'université. J'en suis la preuve vivante. Fait que là, il faut arrêter de dire « Ah mon Dieu, cododo sécuritaire, t'es pogné avec ça. » Non, t'es pas pogné avec ça. C'est peut-être une solution temporaire qui, pour le moment, Suzanne, nous convient à mon conjoint et moi. Nous en avons discuté longuement. On trouve que c'est la meilleure solution pour notre famille. Merci de ton opinion. Remplis mon café, mon verre de vin. Passe à un autre sujet. OK? Fait que le cododo, c'est pas quelque chose qui est éternel. C'est de voir cet outil-là ou cette pratique-là comme un outil temporaire ou permanent, comme tel est ton désir. Mais c'est quelque chose que tu peux défaire. J'aime pas l'expression, mais déprogrammer. Ton enfant n'est pas une horloge suisse, je le sais. C'est pas un petit robot non plus. Mais tu comprends ce que je veux dire, que cette habitude-là peut être déconstruite si jamais, ben là, tu vois, tu tombes enceinte du deuxième. Puis là, tu dis, ben là, je voudrais faire du cours avec le plus petit. Ben là, on a 9 mois devant nous pour déconstruire cette habitude-là. Ce qui est
entre guillemets, moins bon ou pas optimal dans le cododo, c'est du jour au lendemain de décider que là, c'est fini, terminé. Mais tu sais, ça, là, c'est le genre de choses que tu t'imposerais pas à toi-même. Tu sais, de dire, je vais modifier du jour au lendemain, bim, boum, terminé. Merci, on n'en parle plus. C'est rough and tough à recevoir cette information-là puis à s'adapter aux nouveaux repères. Fait que je vois pas pourquoi on demande aux enfants tout d'un coup de flipper leur fusil d'épaule puis de dire non, là, maintenant, tu dors dans ton lit. On va commencer doucement. On va commencer tranquillement à faire notre routine dans ton lit, l'endormissement dans ton lit, une partie de la nuit dans ton lit. Puis à un moment, puis le cours de dos sera toujours une option en plein milieu de la nuit si jamais cette nouvelle habitude-là, pour le moment, tu n'es pas capable de l'accepter ou qu'elle ne te convient pas encore. Mais tranquillement, mais sûrement. Au même titre où on a mis le cours dodo en place, c'est aussi le rôle d'un parent que de donner l'autonomie ou de mettre l'enfant dans sa chambre dans un délai raisonnable et non pas de penser que ça se passe du jour au lendemain. Il n'y a pas d'habitude sur la Terre qu'on est capable de changer du jour au lendemain. OK? Même si tu arrêtes de boire de l'alcool du jour au lendemain, tu as une période d'adaptation. Puis tu as souvent une première rechute qui s'installe parce que c'est tough en tabarnouche. OK? On parle bien sûr de personnes qui auraient un trouble avec l'alcool. Fait que l'idée avec le cododo, c'est d'arrêter de dire que quand tu l'en fais, t'es pogné avec ça. Mais il faut aussi arrêter de dire que on peut changer ça n'importe quand. Ton enfant, c'est justement pas un robot que tu peux mettre la switch de cododo à off. Il a besoin d'être accompagné vers ces nouvelles habitudes-là. Autre chose avec le cododo, moi j'entends souvent en consultation privée, ouais, mais là, tu sais, je sais, il faudrait pas, là, mais là, à 4 heures du matin, il vient nous rejoindre. Ouais, puis tout le monde se rendort? Ouais, des fois, je me rends même pas compte qu'il rentre dans le lit. OK, puis il se réveille à quelle heure? Alors, 6h30, 7h. Pourquoi tu voudrais changer ça, donc? Explique-moi. Il n'y a personne qui se plaint. T'aimes ça te lever avec ton enfant, tu ne l'entends même pas, tout le monde dort, on se lève à une heure raisonnable. On peut surfer sur le cours de dos en fin de nuit pendant une très longue période, jusqu'à temps que ton enfant ait peut-être moins besoin de ta présence pour se rendormir à 4 heures du matin. Ça fait pas de lui un être dépendant, ça fait pas lui d'un être un bébé à bras, appelle ça comme tu veux, là, ça n'a rien à voir. Les enfants ont besoin de nous. Puis des fois, de viser l'autonomie ou cette indépendance-là trop tôt, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux que de trop les couvrir non plus. Tu sais, à un moment donné, ça prend un équilibre dans ta parentalité. Fait que si, encore une fois, quand on parle d'habitude de sommeil chez un enfant, si toi, ça te convient, arrête de te fier à l'opinion de la voisine. C'est pas elle qui gère ton motherhood, c'est pas elle qui est là à 4 heures du matin de toute façon. Fait que si toi, ça te convient, parle-en pas. Parle-en pas, puis vis ta vie, OK? Bon, les règles du cododo sécuritaire, j'en ai parlé. J'ai dit que c'était d'être un shooter à chaque fois que j'ai dit le mot sécurité, sécurisant, sécuritaire. T'es probablement déjà à moitié mort sur le plancher de ta cuisine, fait que fais pas ça, OK? Il faut boire de l'alcool de façon responsable. Donc, les règles pour le cododo sécuritaire. La position du bébé, bien entendu, dormir sur le dos, ça va de soi. La tête dégagée, sans oreiller ni couverture pour éviter tout risque de suffocation. L'environnement du sommeil, ça te prend un matelas ferme, sans espace vide. Elle va pas me stuffer l'espace entre ton matelas et le lit de cododo avec des petites serviettes. Là. Non, on veut pas, on n'en veut pas. C'est vraiment la surface, ton bébé, un mur, une barrière, mais on veut pas d'espace vide. C'est vraiment dangereux, puis c'est vraiment, faut vraiment éviter ça à tout prix. Pas d'objets mous dans ton lit. Tu sais, les petites mousselines, là, même si sont breathable, moi, honnêtement, j'en aurais pas si je pratiquais le cododo. Et encore moins des toutous, bien entendu. Les vêtements adéquats, la température adéquate, faut pas que ton bébé ait trop chaud. Bien entendu, ça aussi, c'est un facteur qui peut augmenter les risques du syndrome de la mort subite du nourrisson. J'en ai parlé tantôt, la consommation d'alcool est à éviter, le tabac, les médicaments qui peuvent causer de la somnolence, bien entendu. Tu veux avoir tes pleines capacités. Si tu dors avec ton enfant, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Viendra un temps où tu pourras revivre ta vie d'ado. Là, ton enfant sera peut-être assez grand pour comprendre que maman sort and she's going wild. Là, pour le moment, on parle d'un petit bébé vulnérable. Fait que slack la vie de party, assume ton nouveau rôle de maman. Quand on parle de la limite d'âge, parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent dans les consultations, c'est quand j'arrête ça, le cours dodo, quand tu veux. Oui, plus tu le pratiques, plus l'habitude peut être difficile à déprogrammer, à défaire, à déconstruire. Mais il n'y a pas d'âge idéal. Bon, c'est pas vrai. Je recommence. Il y a un âge idéal. L'âge idéal, là, selon moi, une fois la permanence de l'objet passée, bon, ton enfant comprend que tu peux quitter la pièce et continuer d'exister dans l'espace-temps. OK? Fait que ça, c'est acquis. Mais avant qu'il vienne trop mobile,
Parce que, tu sais, un enfant, là, je vais prendre un enfant de 10 mois, il commence à grimper, il commence à se lever debout, la position verticale, la position debout, en dos dodo, faudrait vraiment que tu sois équipé de barrières suffisamment hautes pour que ça reste sécuritaire. Bon, bien entendu, souvent quand on pratique le dos, on reste toujours un petit peu sur le qui-vive. Fait que c'est sûr et certain qu'avant que ton enfant se lève debout dans ton lit, probablement que tu vas avoir été assez rapide pour le remettre en position horizontale. Mais tout ça, c'est toujours dans si jamais tu étais parti à la salle de bain, si jamais tu étais trop endormi, si jamais ce soir-là, tu avais décidé de sortir avec tes chums de filles, te laisser papa ou maman avec ton bébé, puis on veut pas que ah mais j'aurais donc dû, on n'en veut pas de ça. Fait que quand ton enfant commence à être mobile, mais il comprend pas nécessairement les risques du danger, ça pourrait être un bon timing pour te défaire de la pratique du cours de dos. Cependant, comme je le disais, il n'y a pas de date de péremption sur la pratique du cours de dos. C'est vraiment quelque chose qui vient de ton plein gré. Puis comment on le fait à la bedaine urbaine? Toujours de commencer par le premier endormissement. Ton plan A va se passer dans la bassinette, puis ton plan B va être en cours de dos. Là, si tu dis plan A, plan B, où c'est que je trouve cette information-là? Nos formations en ligne et dans le Top Book et les miracles du sommeil, le tome 1. OK? Fait que si tu commences par ça, puis ton plan B va toujours être le cours de dos. Puis tant et aussi longtemps que tu reviens en plan B au cours de dos, ben, tu passes le reste de la nuit en cours de dos. Tu focuses sur un défi à la fois. Tant que ton enfant n'est pas capable de s'endormir aux alentours de 18-20 heures dans sa bassinette, il ne sera pas capable de se rendormir à minuit dans sa bassinette anyway. Fait qu'arrête de vouloir te lever puis le redéposer. Puis non, on veut pas ces back and forth là. T'essayes, ça fonctionne pas qu'au dodo, le reste de la nuit, on réessaye le lendemain. Puis peut-être que chez ton enfant plus grand, mais peut-être qu'effectivement, c'est de commencer par le cododo qu'on appelle le cododo inversé, qui est une expression qui me vient d'une certifiée européenne. Je pense que c'est Fanny, que je salue bien haut parce que je l'utilise pas mal, ton expression du cododo inversé. Donc, le cododo inversé, c'est le parent dans la chambre de l'enfant. Puis après ça, ben, peut-être que tu pratiques le retrait progressif si tu vises l'autonomie du sommeil. Retrait progressif, qu'est-ce que le retrait progressif? C'est tout expliqué dans le tome 2 du Top Book ou encore la formation en ligne sur le sommeil des tout-petits. Peut-être referai-je un épisode de Palado pour t'expliquer exactement c'est quoi, mais pour l'instant, tu peux visiter notre boutique en ligne sur bodaineurbaine.com. Ceci était le moment sponsorisé par moi-même, par ma propre entreprise, jusqu'à temps que d'être comme Squeezie et d'être commandité par Revolut, la banque en ligne, je sais pas trop. Encore une fois, ça vient de mon parcours personnel, d'une mère d'ado. On écoute des vidéos YouTube. By the way, ça n'a pas rapport, mais peu importe. Squeezie, YouTuber super connu en France. Écoute, je l'adore, puis il y a des concepts vraiment très cool. Puis là, ces temps-ci, Jacob Olivier et moi, on est pognés sur qui est l'imposteur. Qui est l'imposteur? Donc là, il y a 3 personnes qui, mettons, disent qu'ils sont chefs cuisiniers. Puis là, il y en a un là-dedans qui n'est pas chef cuisinier, qui est l'ami de Squeezie ou un de ses invités. C'est drôle à mort. Bref, Squeezie, ça me fait vraiment plaisir de faire de la pub. Pense pas qu'il y a besoin de pub, mais ça, je viens de te rentrer un peu dans ma vie personnelle. Ça me fait vraiment plaisir. On revient au cododo. Donc, il n'y a pas d'âge pour arrêter le cododo. C'est vraiment une décision que tu prends, puis de toujours essayer de le faire le plus progressivement possible, bien entendu. Pour le cododo, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est parce qu'il parlait de l'environnement. J'avais pris des notes sur comment l'environnement, moi, je le voyais, mais j'en ai parlé un peu, mais je vais quand même me refaire un point là-dessus. Tu sais, moi, un environnement de cododo en lit partagé, je vois vraiment le premier répondant, le bébé, une barrière. Le premier répondant, le bébé, un mur. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à instaurer, puis qui est très minimaliste, en fait. Tu sais, c'est surtout ça. Là, j'en ai parlé, ça peut être le cododo inversé, ça peut être le cododo en chambre partagée. Encore là, en chambre partagée, la bassinette pourrait être collée sur ton lit, tu pourrais glisser la main, mais si tu as des très petits poignets là, à l'intérieur des barreaux pour que tu sais, avoir la main dans la bassinette pendant que ton bébé est dans son environnement sécuritaire, ça met quand même une limite. C'est aussi une façon de pratiquer le cododo. Tu sais, il y a mille et une façons de pratiquer le cododo. L'important, c'est que ça reste sécuritaire et que ça reste ton choix. Puis que si toi, tu penses que tu veux pas pratiquer le cododo, mais que tu peux le voir aussi comme une solution temporaire, le temps que la poussée dentaire passe, le temps qu'on passe la fameuse gastro, le temps de l'intégration à la garderie où tu sens que ton enfant a peut-être un petit peu plus besoin de proximité parce qu'il passe ses journées à la garderie. C'est vraiment un outil qu'il faut déconstruire, puis c'est un outil qu'il faut aussi faut le démocratiser parce que c'est une pratique qui est très douce, c'est une pratique qui est très reliée au développement de l'enfant, mais encore une fois,
tout ce qui est mis en place par l'humain, finit par être fucked-upé par d'autres humains qui n'ont rien compris du concept de l'humanité. Mais ça fait partie de la game. Ah, là, on est rendu, en tout cas, moi, je vais avoir... Non, c'est pas vrai, au moment où ce balado-là est diffusé, j'ai déjà 40 ans. J'ai déjà 40 ans, donc je commence à comprendre un petit bout de la game de la vie, là. Fait que le cododo, oui, faut comprendre les risques, il faut comprendre les limites du cododo. Quand on parle d'un enfant mobile, mais qui ne comprend pas les consignes de sécurité, on peut parler d'un parent qui a le sommeil très léger. On peut parler, au contraire, d'un parent qui fait de l'insomnie, puis s'il se réveille la nuit, mais il n'est pas capable de se rendormir. Tu sais, il y a plein de façons d'adapter le cododo, puis d'adapter aussi les limites, les bénéfices. L'important, c'est que tu sois heureuse dans ton motherhood, finalement, drop the mic. J'ai goût de dire, ça devrait être ça dans toutes les approches sommeil. L'important, c'est que ça te ressemble. L'important, c'est que tu t'épanouisses. L'important, c'est que tu restes heureuse, top mom, et que toute ta famille soit reposée. C'était ton épisode sur le cododo sécuritaire. Si jamais tu avais des questions, commentaires, plaintes, tu peux m'écrire directement sur notre compte Instagram bedainurbaine.com. Sinon, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de ton balado Top Mom et compagnie. Ton balado feel good du motherhood. Peace out. Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.